Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FedExpert sur Radio Imo. Eh bien, rebonjour les amis, deuxième partie de notre émission, les défis de la transition énergétique avec nos coproducteurs thématiques, l'association FedExpert France et Europe, qui est représentée pour ce numéro spécial, justement, où on parle des DPE et également, on va parler de ceux qui font le DPE, puisqu'ils sont avec nous sur le plateau, accompagnés de Fares Moueb, vice-président de FedExpert Europe. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Intéressant, première émission. Exact, très intéressant. Il manquait du temps. Voilà. Oui, mais on a mis déjà plus d'une heure, croyez-moi, dans les médias, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on ne peut rien faire sans Henri Buzicazo sur le marché, bien évidemment. Bonjour Henri, merci d'être avec nous. Merci Sylvain. C'est toujours un plaisir de vous avoir et heureusement que vous êtes là. Merci également à deux personnes. Alors, messieurs, vous êtes un peu c'est l'appartement témoin, vous savez comment vous savez, on parle beaucoup des diagnostiqueurs immobiliers, mais on parle pas assez de vous, en fait. Et on vous met pas assez en avant, et on a décidé, avec la gouvernance de FedExpert, notre coproducteur, n'est-ce pas, Fares, de vous mettre à l'honneur. Il y en a un que je connais bien, parce que j'ai déjà interviewé sur un plateau, Denis Potvin, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes diagnostiqueur, bien sûr, et vous êtes basé dans le Pas-de-Calais. Merci d'être venu, puisque vous avez pris le train pour venir nous voir et venir physiquement sur le plateau. Alors vous avez carrément pris l'avion pour venir, parce que vous venez de Perpignan, c'est Simon Chicot, merci d'être avec nous. Vous êtes diagnostiqueur immobilier également. Alors, on va faire je vais m'adresser à vous, messieurs, mais d'abord faire un petit pitch avec mon ami Henri Buzicazo en guise d'introduction. On l'a vu, Henri, le chantier est énorme, mais en même temps c'est fascinant parce que est en train de naître toute une filière métier qu'on ne connaissait pas, dont on pensait qu'elle se ferait un peu comme ça, et avec l'opposabilité du DPE, et qui a auguré finalement à la fois du calendrier de la rénovation énergétique, va pousser à la roue. Quelle synthèse vous faites quand vous dites, si je disais, voilà, projetez-vous dans les 5 prochaines années, dans 5 prochaines années, il n'y aura plus de débat, on aura élevé le niveau, il y aura des tarifications qui permettront de vivre décemment et de faire un bon boulot. Je suis enthousiaste à l'idée de voir cette profession de diagnostiqueur immobilier grandir et gagner en maturité. En fait, l'histoire, elle est très simple. Ce métier, il a été inventé par les obligations réglementaires successives qui visaient à une transparence sur l'immeuble. Transparence de l'information pour les acquéreurs, les locataires. C'est un métier qui s'est construit par l'humain. En réaction, c'est-à-dire que des femmes et des hommes se sont dit, tiens, il va bien falloir que ces actes soient faits. Alors après, ça s'est réglementé, il y a une formation obligatoire, il y a un certain nombre de codes qui se sont mis en place, mais ça a été une génération spontanée, finalement. Et cette profession, elle est très très jeune. Moi, je considère qu'aujourd'hui, elle est positivement sous les projecteurs. Il y a eu 3 époques, et la troisième, elle est vertueuse. La première, une profession parasite. Je leur dis souvent, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés par effraction dans la chaîne de valeur. Oui, ils sont arrivés par effraction dans la chaîne de valeur. Et tous ceux qui étaient déjà agents immobiliers, administrateurs de biens, notaires, se sont dit, mais que viennent-ils faire ? Charges augmentatives, encore des documents en plus, etc. Je le dis franchement, ils l'ont ressenti, ça. Deuxième période, très clairement, une période où on s'aperçoit qu'ils sont centraux. Alors, l'interdiction de louer a évidemment rendu un grand service. Moi, je le dis comme ça. Parce que tout d'un coup, on s'est dit, mais ces gens-là, finalement, ils ont un peu droit de vie et de mort sur la destination d'un logement, sur sa valeur. Et ce qu'ils font, finalement, c'est juste essentiel. Je ne parle pas que du DPE. L'interdiction porte sur le DPE, mais la décence en général, que ce soit la conformité d'une installation électrique, avec les conséquences que ça a sur de l'amiante, sur du plomb, et des conséquences, une profession sanitaire. Donc, tout d'un coup, une conscience collective que
ils sont dans la chaîne de valeur, pas par effraction, mais parce qu'ils ont un rôle à jouer. La troisième période, ça consiste à dire, est-ce que vous êtes digne de cette mission essentielle? Lionel Cos parlait de politique publique. Vous êtes des agents de mise en œuvre de la politique publique. Sans vous, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'êtes pas fiable, si vous n'êtes pas assez solide, pas assez formé, etc., assez bien organisé. Mais cette période, elle est enthousiasmante. 5 ans, oui. Vous disiez 5 ans pour que on en arrive à une profession fiable, sûre, bien rémunérée, dont les actes seront bien rémunérés. Moi, je pense que oui, c'est une échéance tout à fait crédible. Ça peut même aller plus vite si on met les bouchées doubles. Voilà. C'est très clair. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le débat, messieurs. Les défis de la transition énergétique, fait d'experts. Alors, Denis Potvin, vous êtes diagnostiqueur immobilier. Vous êtes dans le métier depuis 20 ans. Absolument. Est-ce qu'on peut indiquer d'ailleurs qu'il n'y a pas que le DPE dans votre métier? Il y a l'ensemble des diagnostics réglementaires pour la location ou la vente, tels que monsieur l'a cité, donc l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz. Et cet ensemble de diagnostics donne une photographie à tout acquéreur potentiel ou tout futur locataire. Ça informe également le vendeur de la qualité de son bien par rapport au marché et accessoirement une valeur verte avec le DPE. Mais avant de parler de valeur verte, moi j'insiste sur les risques sanitaires tels que l'amiante, le plomb, qui ont vraiment des effets importants sur la santé. L'amiante également pour le code du travail. Donc on parle de rénovation énergétique, mais il faut aussi faire des repérages amiante avant travaux, parce qu'il y a des salariés d'entreprise, RGE ou pas, qui vont intervenir sur des supports. Donc le risque amiante, il est réel et il existe. Donc moi je perçois mon métier comme un métier de santé publique. Voilà, j'ai un rôle à donner, sensibilisation. Ça, je passe du temps sur le terrain pour expliquer la ventilation, nettoyer les filtres, entretenir la VMC. Donc on a vraiment un rôle pédagogique vis-à-vis de la population. Et ça, ce sont des compétences que l'on acquiert au fur et à mesure, et notamment avec les centres de formation en parallèle. C'est très important pour la bonne santé. On parle de déficit de la sécurité sociale. Eh bien, traitons le problème à la base et en amont. Notre rôle, il est sur le terrain tous les jours, toutes les semaines de l'année. On informe le client, on informe le vendeur, on informe le futur propriétaire quand il a un projet de rénovation avec le RGE bureau d'études. Donc aux beaux usages. Alors, RGE reconnu garant de l'environnement. Oui, c'est ça. Reconnu. On va revenir vers vous, Denis. Moi, j'aime beaucoup cette introduction sur le fait de votre utilité sociale et sanitaire, et je crois que le sujet. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a mis en place un observatoire qui a démontré que chaque année, il y a 20 000 décès liés à la mauvaise qualité de l'air dans la maison, dans l'habitat, et également aux problématiques de contamination et de remontée capillaire ou d'humidité, tout simplement. Et personne ne se rendait compte à quel point l'humidité pouvait être un facteur dégradant de la santé publique par les maladies cardio-respiratoires, mais également les remontées capillaires qui se transforment en salpêtre et qui sont un gaz qui peuvent être mortels. Et je pense que vous avez raison et je vais vous dire pourquoi, parce que souvent on vous assimile trop facilement au DPE et à rien d'autre. Et alors, votre métier, il est extrêmement global. Donc, on va y revenir sur ce sujet. Simon Chicot, je pense que vous partagez le point de vue de votre collègue, bien évidemment, mais votre vision à vous du diagnostic de performance énergétique et plus largement de la filière métier diagnostiqueur, quel est votre sentiment aujourd'hui, eu égard à tous les atermoiements du législatif, du fait que peut-être y aura-t-il un ordre ou pas, etc., etc. C'est quoi votre sentiment? Alors moi, du coup, je rejoins Denis sur le fait qu'effectivement, on rend quand même un service public. Voilà. Parlez bien proche du micro. Donc je disais, je rejoins Denis sur le fait qu'on rend quand même un service public dans la chaîne de l'immobilier en rendant les ventes transparentes et en assurant la sécurité des occupants. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on focalise l'attention sur le travail du diagnostiqueur. Sauf qu'en fait, il y a tout un tas d'éléments qui gravitent autour du diagnostiqueur qui sont problématiques.
Par exemple, la formation. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, sur un métier aussi technique que le diagnostic immobilier, donc on forme des techniciens, ils n'ont pas du tout de pratique. Donc ils vont passer 3 mois derrière un ordinateur. J'ai un confrère, par exemple, qui est sur mon secteur. Il a payé 8 000 € sa formation. Il a obtenu un PDF. Voilà. Pendant 3 mois, il est resté derrière son ordinateur, regarder un PDF. Sans formateur, sans rien, en faisant dérouler son PDF avec des formateurs référents qui n'existaient pas, puisque quand il avait des questions, il n'y avait personne pour lui répondre au bout du fil. Il s'est fait avoir, là. Et il a payé, il est aujourd'hui diagnostiqueur certifié. Donc déjà, il y a un premier problème sur la formation pour moi. Diagnostiqueur certifié, ça veut dire qu'il y a un organisme qui l'a certifié? C'est ça, il a passé sa formation dans un organisme de formation qui est OFDTI, qui est accrédité pour le faire. Et ensuite, il est passé en certification pour obtenir son droit à travailler, quoi. Et moi, donc on se retrouve avec des concurrents qui ont, voilà, effectivement... Non, mais ça me paraît, juste, je fais une petite aparté, mais c'est dingue ça, Henri, non? Très clairement, ça figurera dans mon rapport, puisque je parle de formation. Il est certifié, le gars. Hein. On lui en veut pas à lui. Hein. Oui. C'est pas à lui qu'on en veut. Bien sûr. Voilà. Et il est une victime d'un dispositif qui n'est pas conforme aux exigences. Aujourd'hui, il a été mis en place un dispositif de formation à minima pour que les diagnostiqueurs puissent être habilités à travailler sur l'ensemble du diagnostic. C'est de l'ordre de 3 mois. Ensuite, ils sont certifiés ou ils ne le sont pas et contrôlés sur la durée. D'ailleurs, la certification ne l'a pas à vie. Donc, un dispositif existe. Il est ce qu'il est. Il était appelé à être rigoureux. Il y a des dérives. Voilà, je les dénoncerai dans le rapport. L'idée, c'est pas de montrer du doigt, mais c'est de dire qu'effectivement, il y a parmi les 35 organismes de formation existants certains organismes qui ne sont pas dans les clous, qui sont dans la complaisance, dans la facilité. Vous connaissez un peu la formation, Sylvain, vous êtes issu de ce métier-là. Il y a 2 façons de former, il y a la bonne et la mauvaise, exigeante ou pas. Donc ça, c'est un sujet. Il y a aussi la question de la consanguinité, pas encore assez contrôlée entre les organismes de certification qui vont certifier les personnes qui ont été formées et les organismes de formation. Voilà, on ne peut pas être jugé parti. C'est écrit. Il faut sans doute l'écrire beaucoup plus clairement et avec des règles beaucoup plus respectées, des contrôles davantage suivis. Voilà. Et donc aujourd'hui, malheureusement, ce qui est dit, je trouve très intéressant d'ailleurs de faire parler des hommes ou des femmes. Bon, il n'y a pas la parité, hein, malheureusement. Mais ça, c'est une critique. Mais à part ça, c'est très bien de dire ce qu'il y a sur le terrain. Sans arrière-pensée, sans idéologie. Je pense que monsieur n'en veut à personne. Moi non plus. Je veux dire qu'il constate des choses et puis bien ensuite sûr. Il peut en avoir du ressentiment, mais il n'entre pas par la politique ou je ne sais quel calcul, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on n'envisage pas une seconde, puisque vous l'avez rappelé, Henri, on a nous en commun tous les deux depuis des années une expérience de l'enseignement supérieur et on l'envisage pas sans pratique, bien évidemment. Je comprends. Et donc du coup, il y a un effet délétère sur votre métier. Le problème à ça, c'est que derrière, au niveau de la certification, on rajoute des contrôles sur le diagnostiqueur, donc dans le cadre du maintien de ces certifications, sauf si déjà la formation à la base est mauvaise, comment voulez-vous dire au diagnostiqueur on va vous sanctionner aujourd'hui alors que c'est sa formation déjà initiale qui est pas bonne, quoi. Voilà. Après, autre problème que je soulève, c'est les prix également. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui on retrouve sur des appels d'offres publics de la vente de diagnostics immobiliers qui touchent à la sécurité des occupants sur des diagnostics gaz, des diagnostics électricité, des DPE à des prix entre 10 et 20 euros. Donc comment on peut exiger derrière ça une qualité des diagnostics, quoi. Oui, mais qui c'est souvent des bureaux de contrôle qui répondent à des appels d'offres de bailleurs sociaux, par exemple. Oui. On cherche un prix et pas qualité. Non, mais je trouve ça parfaitement inacceptable, enfin moi de mon point de vue bien évidemment, et je pense qu'on est tous d'accord, et vous avez entendu d'ailleurs tout à l'heure, pour nous rassurer également, des patrons de syndicats qui souscrivent à ce qu'on vient de dire, bien évidemment, pour faire cesser cette pratique. Henri, justement, le législateur pourrait-il finalement interdire ce type de pratique en disant, il y a un standard, à partir du moment où je vous dis, vous faites une formation qui est réglementée, qui est vérifié, et je pense que vous allez certainement faire en sorte que ça soit bien cadré.
automatiquement, forcément, il y a un coût de prestation minimum. Un rapport rendu il y a 2 ans à Lionel Cos, à l'époque président du Conseil national de l'habitat, sur la fiabilisation du DPE, mais ça vaut pour les autres diagnostics, avait évoqué, je n'y étais pas pour rien, parce qu'on ne parlait pas d'argent dans ce groupe de travail, on a parlé de beaucoup de choses, et j'ai dit, écoutez, il faut parler des tarifs. Bah ouais. Et je ne suis pas diagnostiqueur, mais je vis ça dans la douleur, c'est pareil dans la profession immobilière. Hein. Le dumping, ceux qui suicident leur profession, ceux qui sont trop faibles et qui acceptent des dictates, ou ceux qui leur imposent, il a été émis l'idée de prix plancher. Je ne sais pas si c'est la solution, mais à un moment donné, si la profession collectivement n'est pas assez solide pour dire non, ou que certains ne sont pas assez solides, il faut peut-être des prix planchers. En tout cas, la paupérisation est évidemment un danger, mais massif. Et l'État lui-même est coupable. Une simple illustration en 10 secondes. On parlait tout à l'heure de Emmanuel Vargon qui avait fait une campagne de rappel du DPE. Oui. Et donc, les DPE étaient censés être payés par l'État, quand il fallait faire repasser un diagnostiqueur, c'est-à-dire que ça a été financé par nos impôts, mais peu importe. La négociation a commencé à 45 €, c'est-à-dire que l'État considérait, ça s'est fini à 65 je crois, ce qui n'est pas glorieux non plus, l'État a considéré que 45 € c'était le prix d'un DPE et que faire repasser un diagnostiqueur, même s'il devait faire 20 ou 30 km, parce que ils ne sont pas tous au cœur des métropoles, hein, eh bien c'était pas un problème. Donc quand l'État lui-même porte le regard sur le prix d'un diagnostic, mais ça peut être un autre diagnostic que le DPE, qui le met à 45 balles, si j'utilise l'expression, et qu'on finit avec des négociations des fédérations, le couteau entre les dents à 65, et ben il y a un souci. Voilà, donc il y a un problème moral, et ça c'est une chaîne. La reconnaissance d'un métier, l'incitation à bien se former, à bien faire le job, à respecter la déontologie, c'est le prix. Ça protège aussi cela, voilà. C'est très clair. Contre la corruption. C'est très clair. Je vais vous laisser terminer avant de donner la parole à Fares. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur ce que disait M. Bzicazo au niveau de du prix de vente des diagnostics. J'avais un exemple, par exemple, sur une vente d'un appartement à 100 000 €. Le mandataire immobilier il va encaisser 5 000 €, le notaire 1 500 €, et le diagnostiqueur il va toucher 250 € sur cette vente, sur le prix des diagnostics. Et c'est lui qui va être recherché, qui peut être recherché jusqu'à 20 ans après. On a des cas de diagnostics, de tous les diagnostics. Oui, l'ensemble des diagnostics à 250 €. 250 € tous les diagnostics. Voilà. Tout le dossier. Et c'est lui qui va être recherché en judiciaire 20 ans après parce qu'il aura fait une omission ou un oubli sur son diagnostic. Quoi. Il y a un problème, Henri, là. Oui, il y a un problème. Il y a un problème de perception des enjeux. Alors que c'est une profession sanitaire. Là, on a un cas, Ah, mais. C'est notre quotidien, malheureusement. On va. Un commentaire. C'est ce qu'on dénonçait à nous avec la fédération, c'est qu'en fait à un moment donné, aujourd'hui, on tombe dans ces pièges-là, dans ces travers, parce que justement la profession n'est pas assez valorisée. Pour reprendre l'exemple que disait Henri tout à l'heure, vous savez qu'il y en a qui ont gagné de l'argent. Même si c'était 65 € parce qu'ils le vendaient justement 5 € ou 10 € ou 20 € malheureusement. C'est aussi pour ça que le gouvernement est parti sur un prix comme ça. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'il y avait des appels d'offres à 15 €, donc ils se sont dit il faut qu'on le mette à 65 parce qu'il y en a qui vont quand même gagner de l'argent. Mais ils l'ont vendu plus cher, 3 fois plus cher que ce qu'ils l'ont vendu à l'état initial. Qui y va? Et combien ils gagnent, les mecs? En fait, aujourd'hui, comme disait tout à l'heure Henri, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par quelqu'un qui leur impose des dictates avec l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'en fait, compte, ils se partent du principe qu'il y aura toujours moins cher que toi, si j'ose dire. Donc, en fait, compte, à un moment donné, le diagnostiqueur, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez dire que les donneurs d'ordre, vous voulez dire que les donneurs d'ordre, soyons clairs, des foncières, des groupements, etc., leur seul curseur de qualité, c'est le mieux-disant. Ce sera que le prix. Aujourd'hui, moi, quand j'ai effectué ça, une enquête aujourd'hui de proximité, les usagers, d'ailleurs, les diagnostiqueurs qui sont en face le témoigneront, les clients vous disent, je veux que le bout de papier. Pour moi, c'est qu'un bout de papier. Tout à l'heure, on parlait justement de sécurité sanitaire, etc. Pour celui qui vend, il veut se débarrasser de son bien. Donc, il réfléchit pas aux conséquences. Donc, il dit, moi, je veux un papier parce que le notaire m'a appelé. Et des fois, il vous appelle en ronchonnant, en disant punaise. Et moi, j'ai toujours dit ça. Tout à l'heure, comme disait Henri, c'est dans le chef des valeurs. Si la note est mauvaise, c'est la faute du diagnostiqueur. Même le délai. Quand on met sous pression un diagnostiqueur, et ça peut venir d'un agent immobilier ou d'un notaire, et qu'il faut que, en gros, la veille, il ait fait le diagnostic, il y a un souci. Vous dites pas ça à un médecin. Vous lui dites pas, écoutez, faites-moi le diagnostic, allez vite, parce que je suis pressé.
Ou alors, il y en a qui le disent, il faut une attestation pour aller jouer au foot, etc. C'est pas très grave. Bon, voilà. Moi, je l'ai vu, le jour même, sur des signatures qui intervenaient l'après-midi où les diagnostiqueurs font bien leur boulot en disant maintenant votre diagnostic amiante il est périmé, il est plus bon. Et vu qu'il y a une politique économique, on dit non, on va jusqu'au notaire pour voir si c'est bon ou pas. Et quand le notaire met son droit de veto en disant non, finalement c'est pas bon, et ben dépêchez-vous, la signature elle est à 16h. Il faut que vous fassiez ce diagnostic ou vous le mettez à jour, notamment les termites, où il faut un déplacement sur site. Et il y a des personnes qui mettent à jour le rapport à distance. Alors que là, par exemple, c'est interdit. Il faut se redéplacer. Mais vu qu'il y a une logique, malheureusement, que j'appelle ça une mauvaise culture économique des choses, eh ben, on tire les prix vers le bas et ces gens-là ne sont pas valorisés. Et après, c'est ce qui pousse, malheureusement, certains, comme disait tout à l'heure Henri, à être victimes de cela. Ils ne sont pas fraudeurs par nature, hein, ou ils veulent pas jeter la réglementation par nature. C'est qu'ils se disent, bah, finalement, je vais subir une concurrence déloyale, donc il va falloir que je m'adapte. Et il y en a, malheureusement, qui, venant dans le métier avec une bonne intention, glissent vers ces dérives. Alors justement, est-ce que, Denis, il y a de la concurrence déloyale dans votre métier ? Attendez. Oui. En fait, le diable se cache dans tous les détails. Il est partout, le diable. On peut pas en faire un livre, il serait trop court. Il faudrait faire une encyclopédie. Et je tiens à remercier M. Henri Buzicazo, qui vient de dire un mot qui est très important pour moi et qu'on ne voit pas dans les manuels de formation, qui n'est pas repris dans les décrets, dans les arrêtés d'application, dans tous les domaines. C'est le mot de déontologie. Il est grand temps qu'il y ait de la déontologie qui soit écrite. Il est grand temps qu'il y ait de l'éthique dans notre métier. Il est grand temps que l'ensemble des acteurs de cette profession, qu'ils soient certifiés ou non certifiés, ce que j'appellerais des fonctions support, aient un minimum de formation sur la complexité du travail des techniciens au quotidien. Que l'État travaille là-dessus, qu'il y ait des formations qui sont proposées. Et ainsi, on va pouvoir structurer le marché. Un code de déontologie, ça me fait penser à un ordre. C'est le début d'un ordre. Un ordre, c'est deux choses, il faut le savoir. On ne le sait pas forcément, on est tellement habitué à vivre avec, les avocats, les médecins, les archis. C'est d'abord un référentiel de gestes obligatoires qui définissent finalement un savoir-faire. C'est ça un métier, hein, c'est un corps de savoir-faire. Ça existe dans tous les ordres. Et chaque professionnel a ça dans son tiroir ou sur son ordinateur. Deuxièmement, c'est effectivement une codification de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Tous les ordres ont cela. Alors, on peut dire « Ah, mais oui, mais ils n'en font rien, c'est des accommodements entre amis ». Dites ça à un notaire qui a manqué aux règles de déontologie. Dites ça à un médecin, dites-lui s'il a été agréable de passer devant ses pairs. Ah, oui. La justice la plus dure, elle vient des pairs, hein, et qui l'ont sanctionné, suspendu provisoirement, etc. Bien sûr qu'un ordre, c'est ça. Alors, on peut avoir, c'est le cas des agents immobiliers aux administrateurs de biens, un code de déontologie, il existe depuis 2014, sans qu'il y ait un ordre. C'est déjà un socle majeur. Sans qu'il y ait non plus, pardonnez-moi, mais d'ailleurs, vous avez toujours plaidé pour la mise en œuvre de la commission de discipline. Bien sûr. Qui n'est pas encore constituée. Elle ne l'est pas encore, et c'est vrai que le pendant, parce que le c'est problème, une commission de discipline. Le code de déontologie ne peut être monté, créé, sans avoir le moyen coercitif bien sûr. De stigmatiser le manquement, même sanctionner les manquements. Même sans la brique sanction, elle est essentielle. Hein. On peut pas radier. Non. Il est certain qu'une obligation sans sanction, on sait qu'elle est plus faible. Mais elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. À la force de loi, aujourd'hui, le code de déontologie des agents immobiliers ou des gestionnaires, à force de loi, ça veut dire que si je ne respecte pas une loi, je serai sanctionnable. Si je ne respecte pas mon code de déontologie, je suis sanctionnable de la même manière, y compris jusqu'au pénal. Donc, c'est déjà pas mal. Mais s'il y a une commission, quelque chose de très concret, hein, qui effectivement peut, en dehors de la justice, qui est lourde à actionner, etc., sanctionner, c'est-à-dire on démontre que j'ai manqué à une obligation vis-à-vis d'un confrère, vis-à-vis d'un client, parce que j'ai pas fait toutes les diligences, je suis sanctionnable directement. Denis Potvin, alors justement, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez, et je vais vous demander la même chose, Simon, sur c'est quoi votre métier, si je vous demandais de me présenter votre métier dans toute sa dimension. J'ai retenu une chose, c'est que vous vous sentez très utile vis-à-vis des gens sur les problématiques d'amiante, de plomb, vous aidez les personnes au quotidien et vous avez une fonction essentielle. Je retiens également que vous parlez de déontologie. Donc tout ça, c'est une pratique. Comment vous le vivez au quotidien et vers quoi vous pensez qu'on devrait aller
tous ensemble avec les organisations syndicales et aussi l'ensemble de la prescription qui vous fait travailler tous les jours? En fait, c'est le sujet est très complexe. Comme j'ai tendance à le dire, ma vie de diagnostiqueur, c'est comme un Kinder Surprise. Tous les jours, j'ai une surprise. Je vais dans une maison, je ne sais pas où je vais voir des gens, je ne les connais pas. Les 5 premières minutes sont capitales. Et après, c'est chacun en fonction de sa nature. Moi, j'ai beaucoup d'empathie. J'écoute les gens. J'essaie de répondre à des questions, même accessoirement au cadre de ma mission où je suis venu faire. Le risque sanitaire, c'est pour moi le facteur le plus important encore que le DPE. D'accord, bah oui, je comprends. Mais le DPE est devenu le symbole du diagnostic. Bonjour, je voudrais un DPE électrique, je voudrais un DPE plomb. Oui, c'est vrai qu'on vous réduit à cause de... les médias, ils sont aussi pour quelque chose, soyez très clair. Mais on vous réduit à ça, et en fait, c'est pas le cas du tout. Pas du tout. Le métier, elle a fortement évolué, comme vous l'avez parfaitement dit. Au départ, c'était le plomb et l'amiante. Et le Carrez, même. Et la loi Carrez. Vous me coupez la parole, cher monsieur. J'ai vu la naissance du Carrez, c'est pour ça. Donc, il y avait un lien, je veux dire, il y a quelque chose. L'amiante, c'est dangereux. Le plomb, le Saturnus, c'est dangereux. Et après, sont venus s'ajouter les différents diagnostics, dont le DPE. Je me souviens, en novembre 2006, j'attendais les fameux arrêtés. Mais quand est-ce qu'ils vont venir? Tous les jours, je regardais le JO, journal officiel. Quand est-ce que je vais pouvoir démarrer le fameux DPE pour lequel j'ai fait 3 semaines de formation? C'était pas rien à l'époque. Pour un DPE informatif à l'époque. Il y avait que le CESI qui dispensait la formation. Bon. Je savais que vous avez connu toutes les évolutions depuis 20 ans. Vous aussi d'ailleurs. Ça fait. Ouais. Alors justement, ces évolutions, Simon, vous les voyez positivement? Non, moi je les vois pas positivement. C'est comme je rejoins Denis, du coup, moi depuis 2011, chaque année on se dit que nos conditions de travail vont s'améliorer, et en fait c'est de pire en pire. À quel niveau c'est de pire en pire? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, aujourd'hui on rajoute des... Est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète? Est-ce que dans le pire, il y a aussi le fait que vous gagnez moins votre vie? Mathématiquement, oui, puisque les prix des contrôles sont élevés et ils augmentent. Donc tous les ans, vous avez des obligations à remplir pour la certification. Et vu que les prix sont bas, forcément, au bout d'un moment, ça coince, quoi. Quand vous avez plus de charges que de produits, la rémunération diminue. Moi, ce qui m'étonne, donc, c'est que, effectivement, rajouter des contrôles, c'est bien. Enfin, il en faut dans tous les cas. Mais par contre, c'est quand on attrape la main dans le sac un diagnostiqueur qui n'est pas du tout certifié, qui prend un contrôle de la répression des fraudes et que derrière on lui fait un rappel à l'ordre, quel signal on envoie aux gens qui sont certifiés aujourd'hui et qui payent des certifications. Comme dans mon cas personnel où j'ai été usurpé sur 3500 DPE et derrière... Usurpé vous pouvez nous expliquer? Justement, c'était pour des appels d'offres pour des bailleurs sociaux. Et du coup, ils n'avaient pas les personnes certifiées pour réaliser ce marché. Et donc, ils envoyaient des techniciens qui n'avaient pas cette certification et qui mettaient le rapport à mon nom avec ma certification, du coup. Mais vous les connaissiez, ces gens-là? Oui, c'était mon employeur, du coup. Ah, vous aviez un employé? Vous étiez salarié? J'étais salarié d'un bureau de contrôle, oui, tout à fait. Vous étiez salarié d'un bureau de contrôle, vous n'étiez pas en exercice, et on a utilisé votre nom. Du coup, j'étais affecté à d'autres missions, et pendant ce temps-là, on a utilisé votre nom et votre certification qui est donc, du coup, personnelle. Tout à fait. Vous voulez dire que quand vous travaillez comme salarié dans un bureau d'études, le diagnostiqueur, il a une accréditation personnelle. Une responsabilité personnelle. Et donc à l'ADEME, parce qu'on dépose à l'ADEME, il y a eu 3500 DPE à votre nom. Voilà, je faisais à peu près 500 DPE par jour quand on regarde les relevés sur l'ADEME, et ça dérangeait personne. Donc du coup, en 2019, j'ai fait une déposition à la DGCRF. Et aujourd'hui, on est en 2025, j'ai pas eu d'écho comme quoi cette entreprise avait une sanction exemplaire pour pas que ça se reproduise dans d'autres entreprises. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Il y a une plainte pénale qui se balade depuis plusieurs années. Pour l'instant, elle n'a pas abouti, mais je garde. Il me semble que vous travaillez plus dans ce bureau d'études? Non. D'accord. Ça a dû être folklorique, là, le départ? Oui, rupture pour faute dans l'employeur, donc c'est terminé au tribunal. Et est-ce que le tribunal a reconnu les torts de l'employeur? Il a été condamné, oui, pour le fait de faux, oui, tout à fait. Et donc cet employeur-là, on va pas donner son nom, remarquez, on n'est plus à un procès en diffamation près, à la radio. J'adore ça, moi, j'aime bien. Il est toujours en activité?
Tout à fait, oui. C'est un groupe de vérification mondiale, donc effectivement, il est toujours en activité. On peut fouiller dans les archives de la presse et on va trouver ça très, très aisément. Et du coup, plus récemment, on a eu... Ça a fait grand bruit. Non, mais attends, vérification mondiale, hein, donc il n'y en a qu'un seul Il est certain, et Valérie Létard a été très concrète là-dessus, qu'il faut alourdir les sanctions qui pèsent soit sur un diagnostiqueur à titre individuel qui ne fait pas le job, soit d'une entreprise qui entre dans ces pratiques-là. Il faut alourdir. Et, parce qu'il y a une symbolique de la sanction. Est-ce que ça veut dire en effet que le métier a du prix ? Et donc, comme un médecin, est-ce qu'on tolérerait de temps en temps des condamnations ? Elles sont pas légères. Hein, un médecin qui fait une faute et qui la réitère, ben là c'est pareil. Ne pas en avoir de nouvelles, qui est simplement un blâme ou je ne sais quoi, ça suffit pas. C'est très clair. C'est que la justice elle-même ou l'État n'ont pas encore pris la mesure des enjeux. La sanction doit être proportionnée aux enjeux. Non, mais là, on est sur des sujets... Oui, vous voulez intervenir ? C'est pour ça que, justement, encore une fois, hein, je ramène un peu aux propositions de la Fédération. C'est pour ça qu'on avait milité pour un contrôle individuel avec géolocalisation et eurodatage. Aujourd'hui, il ne faut pas croire... Ça a été mal amené. Quand c'était mal amené, c'est que... Moi, on a fait le tour d'un peu de diagnostiqueurs qui sont adhérents. Il y en a qui étaient totalement pour, il y en a d'autres qui disaient oui, mais je vais me faire, excusez-moi du terme un peu trivial, je vais me faire espionner pendant ma pause pipi. Nous, on leur a dit pas du tout. Parce qu'en fait, quand vous devez vous rendre au 10 rue des Roses pour faire votre DPE ou votre diagnostic électricité, amiante, gaz, etc., vous vous géolocalisez là-bas, parce que vous devez y aller de toute façon, à l'entrée, entre guillemets, à la sortie, c'est-à-dire à la fin de la mission, et éventuellement, s'il y a un locataire, propriétaire, peu importe, il peut vous identifier via votre carte d'identification professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, compte, il va scanner votre QR code, il y aura votre photo, votre identité, il y aura vos informations de certification si vous l'êtes toujours ou non, parce que c'est actualisé sur le site du ministère. Et en fait, on peut justement avoir une garantie de la personne qui arrive chez nous. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il se fait usurper sur un certain nombre de DPE. Même si aujourd'hui, avec la ministre Valérie Létard, il y a eu un décret qui est sorti pour limiter ce nombre de DPE à 1500 par an aujourd'hui. Par an, hein, pas par jour. Hein. Par an, on a mis des seuils d'alerte, mais en fait compte aujourd'hui, si un diagnostiqueur peut s'identifier aujourd'hui via son QR code, ça va rassurer les gens de la profession, parce que comme on parlait tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure, qui achète des DPE à 15 €, qui achète des DPE à 20 €, bah c'est des gens qui ne viennent pas. Ce sont de vulgaires copier-coller. Et donc si on mettait cette, on est d'accord. Hein. Voilà, si on mettait, ils se sont pas déplacés. Ces gens qui ne se déplacent pas. Tout à l'heure avec à l'autre table ronde avec le prestataire qui était là. Alors j'ai posé la question. Alors pardonnez-moi, mais j'ai posé la question à un bailleur social. En lui demandant, on les connaît tous avec Henri, on va leur dire voilà, tu fais un appel d'offres. Comment ça se passe ? Est-ce que voilà la réponse qui m'a été donnée. Vu qu'on est sur du bloc, enfin du monobloc, monopropriétaire, et qu'on a accès à tout l'immeuble, en fait, ils ont considéré que le diagnostiqueur se déplaçant, il se déplace selon eux, il va dans l'immeuble et il fait tout l'immeuble d'un seul coup. Et donc, du coup, il mutualise, en fait, en réalité. Et que c'est aussi rentable que s'il le faisait Sauf que si on était dans les règles de l'art, et vous me dites si je me trompe pas, il faut à peu près pour un T2, 2 heures, non ? Pour faire un DPE, en moyenne ? Alors moi, je suis plus en secteur rural, en maison individuelle, où c'est très long. Pour un appartement, Simon, combien de temps il faut ? C'est que pour le DPE. Ouais, dans le DPE. Pour un T2, il faut compter 3 quarts d'heure, faut pas non plus. Ouais, voilà, 3 quarts d'heure. Après Et s'il y a les autres, bon, ok. Oui, allez, bien. Prenons 3 quarts d'heure. Après, sur le cas de l'immeuble, c'est un peu particulier. On a le droit à faire une méthode d'échantillonnage. Donc, effectivement, la visite de tous les logements de l'immeuble n'est pas obligatoire, en fait. Donc, c'est là-dessus qu'il joue, en fait. Donc, il joue là-dessus. Vous voulez dire que, en fait, c'est réglementairement autorisé. Cette méthode, mais c'est incroyable. Merci de me dire. En fait, je viens d'apprendre quelque chose là. Pour reprendre l'expression de Denis, quand le diable se cache dans tous les détails, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, à la moindre petite faille ou petite ou des fois un non dit qui n'est pas précisé dans les textes, forcément, ils s'engouffrent là-dedans. Quand on parlait tout à l'heure de l'immeuble. On parle aussi, par exemple, du quota des 1500. Les 1500 DPE, c'est, encore une fois de plus, de manière individuelle. Les DPE à l'immeuble ne sont pas compris dedans. Donc, en fait, quelqu'un qui peut faire, j'ai une bêtise, 1 million de faux dans un immeuble, il ne sera jamais rattrapé par la patrouille de l'ADEME. Donc, c'est ça aussi, quand il y a des trous dans la raquette, et comme disait tout à l'heure Simon, ils s'engouffrent dedans. Ils disent, finalement, je peux faire ça, parce que... Et c'est là, en fait, on doit tous travailler ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure dans le premier thème de la première table ronde. Il faut que, justement... En fonction de ce qui se passe sur le terrain, on ait des remontées et on a une action qui est logique par rapport à ça. C'est aussi pour préserver, parce que là on parle que de DPE, mais vous savez très bien que ce sont des immeubles qui sont aussi concernés. En général, on ne commande pas que des DPE.
on va commander un diag-élec, un diag-gaz, etc. Et il y en a qui s'arrangent aussi à dire on va mettre toujours la même anomalie que vous avez pu rencontrer, on met la même anomalie en élec, on met un contact direct, on met ceci qui ne va pas à cela, et puis on fait un copier-coller des 80 logements qu'il y a dans la barre d'immeuble. Alors justement, vous travaillez, vous m'avez dit, beaucoup en ruralité, donc vous travaillez beaucoup sur de l'habitat individuel, de la maison individuelle, si j'ai bien compris. Et beaucoup de logements anciens. Et beaucoup de logements anciens. Et vous, Simon, sur le territoire de... Moi, c'est plus en bord de mer, donc c'est plus effectivement des appartements des années 80, etc. Quelle formation vous avez ? J'ai une licence en droit, technique et montage d'opérations de construction, et un DUT technique de commercialisation. Et à l'époque, les formations diagnostiqueurs étaient dispensées par les Greta. Donc c'était 3 mois de formation et 2 mois de stage obligatoire, ce qui était très bien à l'époque, du coup. Donc vous êtes dans le métier depuis 2011, donc ça fait quoi, 14 ans que vous y êtes ? Ouais. Oui. Question, aujourd'hui, dans votre métier, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir ? Est-ce que vous êtes jeune hein ? C'est compliqué, hein. On a tout le temps une épée de Damoclès. Aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous êtes d'accord ? Oui, je suis à mon compte. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup de travail pour une rentabilité qui est plutôt moyenne, si je comprends bien ? Moi, j'estime qu'au nombre d'heures qu'on passe et avec les risques contentieux qu'on a derrière, oui, aujourd'hui, la rémunération n'est pas à la hauteur des enjeux, quoi. Est-ce que si je vous demandais votre analyse sur, pas le devenir de la profession, mais ce que pourrait être la profession, vous diriez quoi en priorité ? Moi, j'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Si vous deviez aujourd'hui faire quelque chose pour améliorer votre condition de travail, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous augmenteriez le coût des DPE et vous diriez, par exemple, il y a un seuil minimum au-dessous duquel on ne peut pas passer, et comme ça devient obligatoire, donc forcément ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils payent, parce que le rapport entre l'analogie que vous avez fait avec les commissions entre les droits de mutation est très bonne. Si on vous dit, par exemple, s'il y a un législateur qui dit, voilà, ou une règle, une norme, qui dit on ne peut pas avoir un DPE à moins de X centaines d'euros, ça n'empêchera pas la personne qui est mal formée ou mauvais de mal faire son travail. Il gagnera plus, mais il continuera. donc pour vous, le sujet, c'est pas le prix du DPE. Si, bien sûr. Enfin, moi, j'aimerais bien que les prix soient réglementés, mais bon, on va me répondre qu'effectivement, celui qui est mauvais ou mal formé, il continuera à mal travailler et ça arrangera pas le problème. Moi, je pense que déjà, il faudrait que les sanctions soient exemplaires au niveau de... parce on tape sur la personne qui est certifiée, mais toutes les personnes qui sont pas certifiées et qui font des diagnostics, ils sont en dehors du radar, en fait. Et quand ils sont attrapés par la DGCCRF, ils ont juste des rappels à la loi. Si on leur mettait, par exemple, 100 € d'amende par rapport falsifié, je pense que ça en calmerait plus d'un. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait être un bon combat à gagner dans la sanction, justement, d'un ordre ou d'une organisation qui pourrait sanctionner. Vous partagez le même point de vue, je suppose, Denis ? Oui, absolument. Pour moi, comme l'a dit Fares, le point numéro 1, c'est la géolocalisation, l'eurodatage. Même si c'est une contrainte pour moi, je pense que ça peut faire grandement avancer les choses. La géolocalisation, c'est qu'on sait. C'est moi, Denis Potvin, qui suis allé à telle rue, tel jour, telle heure. Et comme vous avez en plus le QR code, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a un QR code. Hein, donc Non. C'est-à-dire ? Non, l'arrêté du 16 juin 2025 n'est toujours pas en place sur ce point-là, et tout comme l'étiquette différée du DPE. C'est juste ? Oui, c'est très juste en fait. Hein. C'est un retard, moi ce que j'appelle un retard à l'allumage, c'est qu'en fait quand les textes ont été votés et mis en application, sauf qu'aujourd'hui la réactivité n'est pas encore au rendez-vous. Je peux comprendre qu'il y a eu des élections, des mutations un peu électorales, etc. Il y a eu des changements au niveau du cap, mais après c'est qu'aujourd'hui l'administration doit, je pense, accélérer pour justement fiabiliser un peu. C'est ce qu'attend les diagnostiqueurs aujourd'hui, comme disait tout à l'heure Simon. À un moment donné, on n'a pas le choix de passer par là. Parce qu'il le dit est très juste, et on l'a toujours martelé. C'est qu'aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure des faux DPE sur l'ADEME, etc., ça ne concerne que ceux qui sont déposés à l'ADEME. Il y a plein de DPE qui ne sont pas déposés à l'ADEME parce qu'ils sont faits par des gens non certifiés. Donc en fait, c'est ça le souci. Mais normalement, un DPE qui n'est pas déposé à l'ADEME, il n'est pas valable. Normalement, on est censé vérifier qu'il y a un numéro ADEME, mais il y a certaines ventes qui passent sans numéro ADEME ou avec des mentions version projet. J'aurais dû inviter un notaire. C'est pour ça que nous... On va inviter un notaire la prochaine fois. C'est pour ça que nous, au sein de la fédération, on a milité pour un annuaire. Nous, on milite aujourd'hui pour un annuaire
des diagnostics en général. C'est-à-dire qu'en fait, quand aujourd'hui, une plateforme, telle qu'un service comme des Lana ou autre, diagnostics, hein, pas des de tous les diagnostics en général. Le diagnostiqueur, il existe, Voilà. il est imparfait aussi. Exactement, il existe. est en refonte aujourd'hui. Mais en fait, l'annuaire des diagnostics en général, c'est qu'en fait, tout diagnostic qui est fait, amiante, électricité, etc., soit dans une base nationale, Voilà. et que les professions immobilières, agents, notaires, etc., ont un code d'accès selon le côté professionnel qu'ils ont. Et les notaires, quand ils vont dans cette base, ils vont prendre des diagnostics uniquement certifiés déjà. Après, qui fait mal son boulot, entre guillemets, c'est la deuxième lame. Mais déjà, qui va dans cet annuaire où il va se saisir de tous les diagnostics, au moins d'une personne qui est professionnellement certifiée. Et si, en amont, il y a cette géolocalisation, cet horodatage, en fait, on va travailler et l'entonnoir, il va se faire. À un moment donné, l'entonnoir, il va se faire. C'est là qu'en fait, on doit, quand on parle, et c'est des outils technologiques, on discutait avec les administrations aussi, nous, au sein de la fédération, moi, je prends le pari qui coûte beaucoup moins cher. Nous, on a consulté un peu de prestataires informatiques, etc., coûteront beaucoup moins cher qu'en fait si on doit toujours faire de la vente, du stop and go, corriger, rectifier, sortir un texte, remodifier. Je pense qu'électoralement et tout, c'est pas bon, et on n'envoie pas un bon signal de confiance. Et je pense que si on s'adapte et on prend les bons outils, je pense qu'à ce moment-là, les diagnostiqueurs seront aussi contents et ça va valoriser aussi leur profession et ça va faire directement monter les prix. Parce que si une personne doit faire sa vraie formation, sa vraie certification, payer ses coûts, il pourra plus faire un diagnostic à 20 €. C'est plus possible, il doit figurer cet annuaire-là. Donc à un moment donné, ça va être un cercle vertueux. Mais encore faudrait-il se donner les moyens, comme on dit tout à l'heure, encore une fois en première table ronde, se donner les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire qu'en fait, compte, on se sert dans cette base-là, et vous verrez que, moi je sais que les diagnostiqueurs, ils n'attendent que ça aujourd'hui, de revaloriser leur profession, de gagner un peu plus leur vie dignement, et ils n'ont pas de problème à payer un contrôle supplémentaire. Mais ils veulent le payer parce qu'ils sont d'une part bien payés, et de deux, ils savent qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Bien sûr. Et que le contrôle est adapté. Il y a aussi des vis à tourner pour qu'il y ait une bonne adaptation. Quel statut alors vous êtes indépendants tous les deux. Quel statut vous avez? Indépendant. Non mais quoi, travailleur non salarié? Vous êtes en société? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut exercer en société dans votre métier? En société, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, donc on peut avoir... Des sociétés commerciales. Hein. On peut avoir une société commerciale avec des salariés diagnostiqueurs qui sont salariés à plein temps, etc. Quelle est la moyenne de rémunération d'un diagnostiqueur en France? Si je peux me permettre, à ce sujet-là, on n'a pas de branche professionnelle. On a simplement une convention collective qui s'intègre 3018, je pense, de mémoire. Vous êtes rattaché. Qui concerne des ingénieurs et cadres. Bon. Oui, donc dans le combat à mener, ça serait. D'ailleurs, je vais vous dire, si jamais ça devient un ordre, il y aura forcément la création d'une section paritaire, me semble-t-il, et certainement la création d'une spécificité... qui est tout au moins une branche syndicale dédiée à ce métier-là. C'est un point important. Et qui est parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas réellement de syndicat. Parce que FedExpert est une association loi 1901, toutes les autres organisations, NIDI, SIDIAN, etc., FIDI, c'est quoi? C'est des associations pareilles? Syndicat. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le statut de chambre syndicale? Alors certains oui, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, un problème, c'est le nombre de représentations syndicales, quel que soit leur statut, on va appeler ça des syndicats. La question de la convention collective, elle fait partie de ces éléments structurants. La formation est un élément structurant et qui crée une homogénéité. Une commission paritaire de branche propre, moi je pense vraiment que ce serait salutaire. Ça rejoint le financement de la formation derrière, pour avoir un OPCO qui soit dédié, qui mette davantage de moyens sur la formation pour que le reste à charge soit réduit pour les diagnostiqueurs. Tout ça, on le voit, ce sont des briques qui peuvent être constitutives à terme d'un ordre ou pas, mais ce sont des briques importantes. Prenons les professions Laouguet, qui sont très très proches, eh bien, elles ont une convention collective dédiée, ça fait maintenant longtemps, une commission paritaire, et ce n'est pas un ordre, elles ont un OPCO dédié, qui est l'OPCO-EP, pour la petite histoire, les entreprises de proximité. Voilà, il y a tout un chaînage, et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui avec la profession, c'est une aspiration à ça. Quand on dit aux diagnostiqueurs, qu'est-ce que tu penses de ça, ils sont pour. Beaucoup vont dire, mais nous, on va même jusqu'à l'ordre, qui est l'addition, en quelque sorte, de tout ça, et un petit peu plus. Voilà, donc, mais c'est en train de se faire. Moi, ce qui me rend optimiste, je mesure le désarroi de la profession.
je lis tout ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, peut-être pas tout d'ailleurs, mais j'y suis attentif et j'y suis pas insensible. C'est-à-dire, je suis pas juste de béant en disant bon, ça va le faire. Je vois beaucoup d'efforts qui s'additionnent. J'ai vu une ministre très volontariste. J'espère que Vincent Jeanbrun va lui emboîter le pas, aller au bout des textes qu'il faut prendre. L'administration, elle est désemparée aussi. Hein, bon, elle change de patron tous les 4 mois, ça va pas. Donc les textes mettent un peu de temps à sortir. Aller au bout de cette structuration, dans les meilleurs délais, va résoudre le problème du désarroi de la profession. La profession, elle a plus le sentiment de mal-être, de désamour de la part de l'opinion publique, des pouvoirs publics, alors qu'en fait, elle est en train, pour moi, d'arriver à son terme. Elle va pas le faire seule. Les pouvoirs publics jouent un rôle, les syndicats représentatifs jouent un rôle, etc. Un commentaire, Denis ? Concernant un ordre, moi je le vois pas à moyen ou à court terme. Ce sera peut-être dans une décennie. Mais il y a des mesures urgentes. Avec ça. Il y a des mesures urgentes à prendre tout de suite. Géolocalisation et formation obligatoire pour toutes les fonctions support. Alors, formation obligatoire avec du terrain, parce que Simon, vous l'avez dit, le gars là en question, il a fait une formation, il a été certifié, il a tout reçu. Il a fait le job. Sauf qu'il a eu aucune pratique. C'est ça. Alors c'est obligatoire quand même, hein. Il y a des jours minimum de pratique obligatoire. Hein. Alors du coup, il y a un problème là. Alors, il a sûrement fait sa pratique obligatoire sur le DPE, mais pour les autres modules, il n'y a pas de pratique obligatoire. Exactement. Aujourd'hui, ça a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, la pratique obligatoire n'est pas valable sur tous les modules. Et non, vu qu'on parle que du DPE, ils l'ont mis que sur le DPE pour l'instant. Et du coup, pour répondre à votre question, le salaire moyen d'un diagnostiqueur salarié, c'est entre 2000 et 2500 euros. Brut ou net ? Net. En fonction des entreprises. Un salarié, c'est entre 2000 et 2500 euros net. J'ai moi ce que j'ai rencontré pendant les années où j'étais salarié, ouais, tout à fait. C'est pas énorme, hein. Je suis pas sûr qu'on va créer des vocations avec ce taux de rémunération. Si vous voulez faire rêver la jeunesse, c'est ça. Ils vont plutôt aller vendre de l'immobilier. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste nuancer en disant que on a l'habitude. Il y a deux façons de faire rêver la jeunesse. Il n'y a pas que l'argent. D'ailleurs, pour un jeune diagnostiqueur, ça va aller. Voilà, moi j'ai dans ma proximité de jeunes diagnostiqueurs qui sont arrivés à 25, 27, 28 ans vers cette profession, après s'être cherchés un peu. Ils y sont très heureux et ce salaire leur convient, mais parce qu'ils n'ont pas charge de famille, etc. Ça ne va pas leur convenir longtemps. Deuxièmement, il y a le sens. Exactement ce que vous disiez. Ils ont la fierté de faire un métier précieux, central, indispensable, et ils aiment l'immobilier, hein, ils aiment l'immeuble, c'est très clair, ils aiment les gens qui vivent dedans, la relation, c'est vrai que les 5 premières minutes, voilà, c'est un métier de service, hein, et donc ce métier, il est séduisant. Il est évident que sa réévaluation économique, c'est un sujet. Alors, question, est-ce qu'on peut évoluer financièrement dans ce métier ? On peut gagner un peu plus ou pas ? Tout dépend le statut, le vous, poste. vous êtes indépendant. Est-ce que vous gagnez plus de 2500 euros par mois ? Après, en société, c'est un peu différent. On peut se sortir une rémunération et différents avantages. Donc, c'est pas comparable. En fonction des prestations qu'on... c'est donc oui. Mais c'est pas non plus... on peut gagner de l'argent dans le diagnostic immobilier. Oui, on peut bien gagner sa vie, effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que les potentialités de développement existent. On voit bien, en fait, la complexité, hein, pour bien résumer. Je vois qu'on arrive à la fin de l'émission. On voit bien la complexité de votre métier. J'aimerais encore plus vous donner la parole sur le sujet. J'aimerais que vous fassiez chacun une vraie conclusion là-dessus. On l'a vu, on a parlé de déontologie avec vous également. On a parlé de potentialité de la création d'un ordre, peut-être aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans. On a parlé de la réalité de la formation, des conditions de capacité. On a vu également la tarification, ou un peu le prix du pain. C'est-à-dire qu'il y a un seuil au-dessous duquel on ne pourrait pas aller. Et a priori, les professionnels, ils sont favorables. Pas tous, mais ils sont favorables. Et enfin, on a les clients eux-mêmes, les bénéficiaires qui sont en première ligne. Et vous vous en souciez, vous, Denis Baudouin, puisque c'est un des aspects sur lesquels vous avez basé votre intervention également. Comment vous voyez l'évolution ? Est-ce que vous vous dites, Denis Baudouin,
un peu dans ce que dit Simon d'ailleurs, il faudrait peut-être pénaliser, si on devait aller peut-être même plus loin, et qu'un simple signalement à la DGCCRF qui dit je vous fais un rappel à la loi, parce que c'était ça en quelque sorte, eh ben c'est juste pas possible, et que s'il y a par exemple une pratique frauduleuse, parce que ce qui s'est passé avec l'usurpation de votre nom est une pratique frauduleuse, ça s'appelle faire un faux en écriture publique, en faux en écriture privée, pardon, et également l'usurpation d'identité qui est un délit pénal. Est-ce qu'il faudra en arriver à ce genre de radicalité ? Non, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Vous faites confiance à la cohésion de la profession. Évidemment, dans les transactions, on a des juges de paix que sont des notaires. Mais vous avez raison, en fait. Oui. Bon, là, c'était pour des baux locatifs, donc ça passe pas par Je notaire. parle de la transaction. Oui, non, mais pour la transaction, Voilà. on a un juge de paix. On a des notaires qui sont des juges de paix. Alors, pour la location, très bonne remarque. Parce que la location, c'est la valeur de l'actif. On est d'accord ? J'ai X rentabilité. Je suis comme ça pour les. Non, mais c'est très pragmatique. Alors ? Que soit. Donc, pour une location, on a, dans le cas de Simon, on a un diagnostiqueur qui fait un DPE sans être certifié. Ou un diagnostic plomb sans être certifié. Ou un diagnostic de complaisance. Ou un diagnostic de complaisance. Il a forcément un employeur, ce diagnostiqueur. Oui. Non certifié. Alors, son employeur. Et bien que la responsabilité concomitante. Il peut pas être indépendant, ce faux diagnostiqueur. Il peut être indépendant. Alors, à ce moment-là, que la responsabilité, en général, s'il est tout seul, non certifié, il y a forcément un employeur qui le paye quelque part. Ouais. Et bien que la responsabilité concomitante de son employeur soit associée à ce qui est un faux. Et donc, je crois que dans le Code civil, faire un faux en écriture, il y a des sanctions qui sont appliquées de manière naturelle. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est de la correctionnelle. Voilà. C'est un délit correctionnel, c'est-à-dire que c'est un délit qui est passible d'une peine de prison. Alors, permettez-moi du peu. Parce que là, moi, je suis très étonné de ce que vous me dites, hein, Simon. Vous faites un signalement à la DGCCRF. On usurpe votre identité. On fait 3500 DPE. Eux, ils s'en sortent blancs comme neige. Et le client ne porte pas plainte. Pourquoi il ne porte pas plainte ? Le client final n'a pas porté plainte contre cette entreprise. Ça arrange peut-être tout le monde, du coup. Vous dire que le client, c'est un appel à projet sur un gros volume. C'est ça, sur le patrimoine d'un bailleur social. Donc c'est un bailleur social. Ah oui, forcément. Ouh, ça sent le scoop. Ça sent le scoop. Donnez-moi vos informations. Mais c'est incroyable. Mais c'est... Enfin, moi... Henri, j'hallucine, là. Ah, mais il y a des boulons qui se sont desserrés, bien sûr. C'est pas. Parce que là, on va pas dire le nom, mais on a un donneur d'ordre. On a un donneur d'ordre qui est un bailleur. Présenter demain. Il faut. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Denis nous rappelle. Il y a une loi en France. On l'améliore en permanence. Quand on voit qu'il faut alourdir telle sanction contre tel ou tel type de délit ou de crime, c'est fait. Le législateur sait s'en occuper. On a déjà un appareil de sanctions sur faux usage de faux en écriture privée au public, ça fait pas un pli. Bon, mais simplement, est-ce que ça a été appliqué ? Est-ce que la direction de la concurrence a suffisamment pris la mesure de la gravité, transmission au procureur de la République, etc. Parce qu'elle peut instruire ou ne pas instruire la direction de la concurrence. Régulièrement, elle peut avoir de l'indulgence envers une faute qui est vénielle ou au contraire taper dur. Donc ça, il faut le revoir. Et moi, je voudrais donner une idée. Le client final, on en a parlé, et en particulier, vous venez d'en parler. Pas assez, à mon goût. Parce que la mesure des enjeux de ces diagnostiqueurs, et donc de ces diagnostics, et donc de la formation des personnes qui font ça, leur certification, on remonte jusqu'en haut. Cette mesure-là, au fond, c'est le particulier qui doit la faire. Qui doit se dire, moi je vends mon logement, ou j'achète un logement, est-ce que la qualité diagnostique, leur complétude, etc., tout ça, ça compte. Et je me demande si une campagne grand public de la collective diagnostiqueurs, les fédérations pourraient la financer, en quelque sorte, pour dire à quoi sert le diagnostic. Allez dans la rue, demandez aux gens à quoi sert le diagnostic. Vous serez, je pense, très déçus. On va leur poser la question. Voilà, vous serez très déçus. Donc il y a une didactique à faire de l'opinion, parce que le client final, c'est lui qui finalement tire tout vers le haut. Encore une fois, on l'avait, c'est bien qu'Henri le précise. Donc nous, au Sainte-Fène, on avait déjà fait des micro-trottoirs à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait demandé à l'administration, on voit aujourd'hui plein de spots de pub avant le journal, etc. Et on n'a jamais rien vu
sur les diagnostics en général. L'État pourrait y prendre sa part, bien sûr. C'est ça, on en avait Sans parlé. dépenser Une beaucoup d'argent. sensibilisation. Oui. Voilà, on avait le fameux Gétin, machin, etc. Oui, oui. Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas la même chose? Parce que ça concerne vraiment tout le monde, du locataire à celui qui va vendre, au vendeur, à l'agent, etc. Et en fait, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, on a mis le DPE au cœur justement de ce système-là. Et en fait, il y a une méconnaissance globale. Tout à l'heure, Denis le disait la vérité. Et moi, je l'ai connu aussi à mon époque. Les gens disaient, je veux un DPE électrique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des fois, un client, je pense que ça vous arrive aussi, je veux un DPE, et vous partez sur un diagnostic de performance énergétique, et au final, il vous dit, oui, c'est électricité, quand vous arrivez chez lui. Et vous dites, moi, un DPE, il y a déjà une méconnaissance aussi du vocabulaire, et on va dire de tout ce qui est technique. Après, c'est justement leur travail. Les accompagner, et c'est pour ça aussi qu'ils font un boulot qui est louable, c'est qu'en fait ils accompagnent aussi les gens dans une démarche où justement c'est méconnu de la part du particulier, et c'est là en fait fait tout le travail d'un diagnostiqueur. C'est pour ça qu'ils demandent aussi à être rémunérés plus justement et d'être écoutés et accompagnés. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Il nous reste une petite minute pour bien conclure. Je vais vous donner à chacun la parole très rapidement pour justement illustrer le propos. Qu'en avez-vous retenu et qu'espérez-vous, Denis Podma? Bah écoutez, moi je pense que je fais un métier fabuleux. Je suis diagnostiqueur. Je fais un métier, je pense, vertueux. C'est le plus beau métier vertueux. Enfin, c'est pour moi, je défends mon métier. Par contre, quand je suis en réunion avec des gens que je ne connais pas, j'évite d'aborder le sujet de ma profession. Et je voudrais bien que ça change. J'adore. Ça, c'est très très bon, ça. C'était très 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 bon. Simon Chico. Moi, juste pour dire, attention avec toutes ces nouvelles mesures de contrôle des diagnostiqueurs, de ne pas les décourager, parce que quand on voit que le taux de renouvellement des certifications diminue d'année en année, il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours, qui arrêtent ou qui ne renouvellent pas leur certification. Beaucoup qui souffrent sur le terrain. Moi, je fais aussi les contrôles de mes confrères, et il y en a carrément qui pleurent quand vous leur dites qu'ils vont devoir arrêter de travailler parce que vous leur suspendez leur certification à cause des nouveaux arrêtés. Voilà, c'est leur entreprise qui est en jeu derrière, et il y en a beaucoup qui songent à arrêter. Vous faites de la vérification? J'ai des missions de contrôle sur ouvrage des diagnostiqueurs certifiés chez certains organismes. Oui, il doit y avoir des situations pas faciles. C'est ça, des pleurs, etc. Enfin bon, c'est problématique. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose que suivre la grille de contrôle qu'il y a dans l'arrêté qui est contestable. Vous n'avez pas le choix, quoi. Non, vous appliquez la réglementation. Ouais. Pas simple du tout. Un mot de conclusion, Fares. Moi d'abord, je voudrais quand même afficher, je veux dire, un message d'espoir, parce qu'en fait, quand il y a des textes qui sont en cours, il y a des choses qui doivent être mises en place. On le disait tout à l'heure, c'est un métier qui est jeune, qui est nouveau. On est là pour les accompagner. Nous, en tant que fédération, aussi, on existe on recueille aussi beaucoup de témoignages. C'est toutes les remontées de terrain qu'on fait, on travaille là-dessus. Et après, forcément, on est là pour les accompagner, écouter aussi les diagnostiqueurs, leur donner la parole. C'est pour ça que c'était l'objet de l'émission aujourd'hui. Et c'est pour leur faire comprendre ce message-là, qu'ils sont d'une part entendus, compris, et qu'on mettra tout en œuvre, pour pouvoir justement les défendre au mieux et faire que la situation s'améliore. Henri Buzicazé. Je suis le seul ici à ne pas être diagnostiqueur. Oui. Je ne sais pas si ça a été noté. Oui. Bon. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette profession? Depuis que le premier geste diagnostique, le CARES, a vu le jour, 97. Parce que je vois apparaître un métier magique, voilà, enthousiasmant. Et pourquoi je continue à travailler, je dirais, au service de la filière, sur mission ou pas des pouvoirs publics, pour en arriver à ce que cette profession soit une profession de fierté. Qu'au-delà de dire je fais un beau métier, je l'aime, il me plaît, je gagne bien ma vie, ou pour que ou Denis pas puisse le dire en dîner en ville, je suis d'accord. Oui, absolument. Non, un métier qui a le bon degré de maturité, c'est un métier dont on est fier, et en effet dont on peut dire, moi j'imagine toujours les jeunes, alors je sais pas s'ils vont encore en boîte de nuit, un garçon disant à une fille réciproquement, tu fais quoi? Je suis diagnostiqueur, et non pas je suis vaguement dans l'immobilier, pour pas préciser, je suis diagnostiqueur, et que ça lui crée des chances de pas finir la soirée tout seul, voilà. Très bonne conclusion. Bon, c'est une très belle conclusion. Voilà. C'était notre édition numéro 2 pour ce numéro spécial des défis de la transition énergétique qui a été coproduit avec l'association France et Europe de FedExpert. Merci beaucoup aux équipes techniques avec Jason qui était de l'autre côté, qui réalise ce programme. Merci également à toutes les personnes
qui ont participé à cette émission. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement notre ami Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, également auteur bientôt, et on l'aura en scoop, en primeur avec Daniel Dabaronne. Je suis obligé, du député qui est en charge justement de ce rapport sur notamment ce qui sortira avec vos recommandations, et on les a senties d'ailleurs en grande partie, et ça nous rassure d'ailleurs, Fares, et vous avez raison de vous y impliquer. Fares Moeb, un immense merci aussi pour votre participation. Je crois que là, on a déjà tracé la feuille de route. Exactement. Il me semble. Voilà, on attend impatiemment que le président en titre revienne. Voilà, Assad El Ayash Moeb, vous êtes présent également sur BFM Business régulièrement et sur les antennes avec un numéro que l'on fait régulièrement, quasiment tous les mois, les défis de la transition énergétique, mais on vous revoit également sur les principaux événements, et le prochain événement, c'est le Salon des maires et des collectivités locales, ainsi que le CIMI qui arrive à grands pas. On vous y verra d'ailleurs, Henri Buzicazo, comme chaque année. Un immense merci à ceux qui font le terrain, qui sont aujourd'hui la première raison d'être de ce que fait la législation pour la rénovation du bâti, mais aussi le bien vivre, la qualité de vie dans l'habitat, avec ces fameux diagnostiqueurs aujourd'hui, filière métier. Immense merci à Denis Potvin, merci d'être venu sur le plateau. Vous êtes diagnostiqueur et vous habitez et vous vivez dans le Pas-de-Calais. Voilà, à l'autre bout, on a le sud-ouest de la France, à côté de cette très jolie gare de Perpignan qui fut dessinée par Salvador Dali, magnifique d'ailleurs. Le centre du monde. Qui est le centre du monde, absolument. Une très 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 jolie ville. Voilà, Simon Chicot, diagnostiqueur aujourd'hui sur toute la filière métier, mais également examinateur, si j'ai bien compris aussi. Parce que vous faites régulièrement, vous dites, changez rien, continuez à faire ce que vous faites, manifestez-vous pour les bonnes pratiques, parce que je pense que le salut viendra justement de vous, les professionnels. C'est vous qui bâtirez l'arborescence de ce métier demain, et tous ces on peut le dire, ces voyous, ces charlatans, ils résisteront pas longtemps, parce que comme vous l'avez déjà dit, Henri, on fait une saison puis après on s'en va, voilà, je pense que c'est aussi les choses qu'il faut retenir. Mais il faut retenir également, et je terminerai là-dessus, que la majorité d'entre vous font un métier hyper important, hyper intéressant, et dans les meilleures conditions, même si parfois c'est un peu frustrant de ne pas être justement rémunéré, car tout travail a un prix. Voilà. Merci pour ce numéro des défis de la transition énergétique. Vous pouvez récupérer le programme sur les plateformes d'écoute, comme d'habitude, sur l'application de Radio Imo. Portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain numéro très rapidement autour de la rénovation énergétique. Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.